Aujourd'hui, on entre dans le vestiaire de Gauthier Borsarello, expert en vintage, qui a monté un showroom Vintage for Fashion, qui rassemble des pièces chinées aux quatre coins du monde. Je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter. C'est parti. Salut Gauthier. Salut Lucas. Alors Gauthier, ancien contrebassiste de talent à l'orchestre du Capitole de Toulouse, fondateur d'un département de maison de vente aux enchères Tajan, spécialiste vintage pour Ralph Lauren et aujourd'hui fondateur de Vintage for Fashion. Gauthier, à 28 ans, ça fait pas trop d'avoir 4 vies? Ça fait pas trop, j'ai eu la chance de les commencer tôt mes vies, parce que quand on est musicien on commence à travailler vers 16-17 ans. Du coup ça m'a permis de vite me rendre compte que c'était pas un job pour moi, enfin vite, vers 20-21 ans. Et là je me suis tourné vers quelque chose qui me plaisait particulièrement, c'était le marché de l'art. Même si ma vraie passion a toujours été le vêtement, le mobilier, les montres, tout ce qui tournait autour de l'art et du bien fait m'a toujours intéressé. Du coup, j'ai fait une école de commerce en 3 ans, mais je suis rentré directement en 3e année avec une équivalence. Et pendant mon stage chez Tajan, ils m'ont débauché, j'ai jamais fini mon école. Voilà, grosso modo. Parce que de sortir de la musique, c'est quand même, c'est pas conventionnel, on va dire. C'est pas conventionnel, surtout dans le job dans lequel j'étais, dans un orchestre national. J'avais un job assez, très plaisant, qui plaisait à beaucoup de monde apparemment. Et du coup, voilà, ça a été difficile à prendre comme décision, mais c'était à mon avis la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Et du coup, j'ai fait cette école, je suis allé chez Tajan, où je vendais des instruments de musique et du mobilier 20e. J'étais assistant pour le mobilier 20e et j'ai démarré le département instruments de musique. Et je suis parti juste après pour Ralph Lauren, pour Double RL, où un ami travaillait, il m'a débauché pour devenir vintage spécialiste chez eux. Voilà. Et du coup, ton quotidien aujourd'hui, c'est quoi? Mon quotidien aujourd'hui, c'est assez plaisant, je dois dire. J'achète des pièces que j'adore, que je collectionnais avant de façon amateur, maintenant j'en ai fait une profession. J'achète des pièces, je les stocke dans un endroit, je les trie, je les nettoie, et je les rends encore plus belles qu'elles ne sont initialement, et je les mets à disposition de la mode. À qui finalement? À qui? Aux designers, aux stylistes, aux photographes, à qui a envie d'avoir une pièce qu'il n'a jamais vue avant, à qui a une pièce qui a une âme, qui a une patine, qui a une histoire. Donc je suis là aussi pour leur raconter l'histoire de ces pièces, je suis là pour leur expliquer pourquoi elle a cette patine-là, pourquoi elle a ce feeling, comme ils disent. Et du coup, j'essaie d'avoir une concentration de pièces uniques. Elles sont uniques soit par leur forme, soit par leur histoire, soit par leur personnalisation, soit par la personne qui l'a portée. Donc j'essaie d'avoir des pièces qui sont lourdes d'histoire et d'héritage, comme ils disent aussi. Et du coup, ces marques-là s'inspirent totalement des pièces que toi, tu leur fournis ou c'est Pas tout à fait. Non. Par exemple, j'ai une pièce Seconde Guerre mondiale d'un prisonnier français. Moi, j'ai acheté pour son histoire parce qu'il y a une grosse peinture dessus et un designer d'une marque française que je ne peux pas citer me l'a loué parce qu'il aimait la forme du boudin. Voilà, donc il a reproduit la forme du boudin d'un gilet Seconde Guerre mondiale que je vous montrerai tout à l'heure parce que je la trouve très intéressante cette pièce. Et Gauthier, c'est dur de bien chiner ou pas? C'est dur de bien chiner parce que ça demande beaucoup d'années de préparation, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'argent investi dans des pièces qui sont pourries, beaucoup de colis ouverts venant des États-Unis et on se rend compte que la pièce est fausse ou contrefaite ou juste pas la bonne époque, pas le bon zip, pas la bonne patine, parce que ça donnait à l'image. Donc ça m'a mis beaucoup de temps, j'ai passé énormément de temps aux puces, enfin je dis les puces mais surtout des brocantes, des vides-greniers, un peu partout et voilà, c'est ça que ça demande en fait, c'est beaucoup de temps, beaucoup de passion parce que se souvenir de tous les zips par année, par marque de fabricants de zippers des années 50, 60, 70, c'est pas passionnant pour tout le monde. Ouais. Moi ça me passionne, ouais. Mais c'est pas le cas de tous, donc je crois que ça demande une passion qui est presque déraisonnée, comme un geek pourrait vous citer tous les jeux entre 78 et 84. Ouais. Moi je fais pareil pour le vêtement dans le XXe siècle. Mais comment tu t'y prends finalement? Comment tu te documentes? Alors la documentation, elle est assez organique en fait, elle est assez empirique, c'est-à-dire que j'ai commencé vers l'âge de 14-15 ans, quand j'avais pas beaucoup d'argent. On a une famille de 6 enfants, du coup on avait les fringues moi j'avais les fringues de mon grand frère qui a 10 ans de plus que moi, donc déjà j'ai toujours eu ce décalage, j'ai toujours voulu porter ce que mon grand frère portait qui avait 10 ans de plus. Ouais. Donc je récupérais ses vieilles Nike, ses vieux sweat Fila, ces vieux trucs, ouais. Donc j'ai toujours eu cette sensibilité vintage. Et ensuite quand moi je voulais des pièces à la mode, c'est-à-dire que moi en seconde ou en 3e c'était la mode du énergie, du diesel, de tout ça, on a tous connu ça, enfin tous les gens qui sont dans cette pièce avec moi, vous avez connu cette époque-là, nous on nous appelait les châles, je sais pas si vous avez connu cette mouvance qui sortait aux planches et au duplex avec la mèche, les schmouves, tout ça. C'était une belle époque. Une belle époque, ouais, en tout cas, on s'est bien amusé. Et j'avais pas l'argent moi d'acheter les diesels et les énergies à la mode parce qu'il fallait que je paye mes cours de musique, mes parents en tout cas me payent mes instruments, mes stages, etc. Ça prenait pas mal d'argent et de temps. Et du coup, moi j'allais à Château d'Eau. J'allais à Saint-Denis, j'allais dans des fripes ou plutôt des déstockeurs africains. Ouais, c'était d'ailleurs très sympa, des mecs très sympas que je revois encore. Et donc j'achetais des diesels des années 90, des énergies des années 90, tout début 2000 et je les customisais en fait. Donc j'avais une machine chez moi
Et avec ma mère, on les reslimait, on les ouvrait, on les modernisait pour faire croire que c'était... tu connais pas ce diesel, il est sorti il y a 2 semaines. Alors qu'en fait, il avait 10 ou 15 ans, quoi. Donc ça a vraiment commencé comme ça. En plus du militaria que je collectionne depuis toujours, parce que mon grand-père est un des plus grands spécialistes mondiaux du camouflage. Enfin, était, parce qu'il est décédé. Il a écrit pas mal de livres là-dessus, donc j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Et voilà, tout ça couplé, ça a fait que j'ai été passionné par le vêtement ancien. Et je me suis vite rendu compte que la qualité des vêtements anciens était bien supérieure à la majorité des vêtements d'aujourd'hui. Surtout à l'époque où j'ai commencé il y a 10-15 ans, où c'était plutôt fast fashion, c'était plutôt... voilà, c'était un peu la découverte d'H&M. Enfin, c'est pas la découverte, mais c'était la... Voilà, tout le monde allait chez H&M, tout le monde allait chez Zara, c'était presque devenu cool de faire ça. Et moi, je me rendais compte qu'en fait, mes pulls Zara, je les avais 2 fois, ils étaient morts, alors que mes pulls Seconde Guerre mondiale, je les gardais éternellement. Enfin, à l'époque, c'était surtout du Saint-James que je portais. Et voilà, j'ai aimé cette qualité de fabrication et je me suis mis dedans à fond, quoi. Et finalement, tu as décidé de le partager avec Vintage for Fashion. Voilà, c'est un peu ça, c'est que c'est né... Alors, comment c'est né ? C'est né quand j'avais la chance de partir 2 fois par an avec Ralph Lauren faire les achats vintage, avec Doug Billmeyer, qui est un peu mon mentor, entre guillemets, qui m'a appris beaucoup de choses. Et on allait en Angleterre, on allait dans des showrooms tels que celui-là, bon, beaucoup plus grands, parce que c'est des gens qui tiennent ça depuis bien plus longtemps, et on chinait des pièces. Pardon. On chinait des pièces qu'on revendait en boutique. Et donc là, j'ai appris que le vintage n'a de sens que s'il est inspirant pour la mode, que s'il est portable aujourd'hui, que s'il a une... Si on peut le transplanter aujourd'hui. Pour moi, ce qui ne m'intéresse pas trop, je respecte les gens qui le font, mais ce n'est pas mon domaine, c'est le côté Big Jim, c'est-à-dire de s'habiller de la tête aux pieds en 1950, en 1940. Il y a des gens qui le font très bien, c'est leur truc. Moi, j'aime quand je peux aller dans un bon restaurant, quand je peux aller dans une belle boutique, etc. et ne pas faire ringard, ne pas faire... Déguisé, exactement. Le costume ne m'intéresse pas. Et donc, dans le vintage, ce que je cherche, c'est un vêtement qui est actuel. D'accord. Voilà. Et du coup, tu peux me parler un petit peu de ton expérience chez WRL finalement. Bien sûr, bien sûr. WRL, c'est un très très bon ami à moi américain qui m'a fait rentrer là-bas, qui s'appelle Thibaut, que j'embrasse, et qui a vu ma passion pour le vintage. En fait, quand j'étais musicien, j'étais client WRL, donc j'y allais beaucoup pour acheter mes jeans, etc. Et du coup, il a vu ma sensibilité, il a vu ma connaissance, entre guillemets, s'il y en a une. Et il s'est dit, ce petit-là, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. Du coup, il m'a pris avec lui, il m'a intégré à l'équipe. Et je me suis très bien entendu avec mon collègue qui s'appelle Alex, qui est toujours là-bas, qui est un très 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 bon spécialiste du jean, très bon spécialiste justement de comment prendre des pièces qui ont une histoire, qui sont anciennes, mais les moderniser et les porter aujourd'hui pour aller dans un bar dans le 11e et en gros plaire aux filles et aux garçons comme vous voulez. Mais le but final du vêtement pour moi c'est ça, c'est s'embellir. Et si on peut le faire avec des vêtements qui ont une histoire et qui ont une durabilité supérieure aux marques normales entre guillemets, je trouve ça intéressant. Tu arrives à retrouver justement dans la mode d'aujourd'hui un peu de vêtements avec une durabilité comme tu le dis, ou c'est quelque chose qui s'est complètement perdu? Non, ça s'est pas complètement perdu. Il y a pas mal de marques qui s'y attellent, j'ai l'impression. Il y a Bonne Gueule, déjà dans votre construction, vous essayez en tout cas d'avoir des bons tissus, d'avoir des bonnes fabrications, d'avoir une explication sur tout ce que vous faites. Et ça, je trouve ça génial d'approfondir techniquement. C'est vrai que les blogs m'ont beaucoup aidé au départ. Tout le monde a honte de le dire, mais en réalité, tous les pointus d'aujourd'hui qui ont entre 25 et 35 ans, il ne faut pas oublier que leur connaissance, pour la grande majorité, ils l'ont connue sur des blogs. Alors aujourd'hui, tout le monde crache dessus, mais c'est un petit peu facile, parce que c'est grâce aux blogs qu'aujourd'hui, on connaît... tout le monde dit selvedge, ça paraît évident, tout le monde dit couture anglaise, ça paraît évident, tout le monde parle d'hirondelle ou de thermocollant, ça paraît évident, mais tout ça, c'était des termes extrêmement techniques, et il y a 20 ans ou 15 ans, personne n'en parlait, strictement personne. Donc aujourd'hui, le client final a une vraie connaissance du produit, il a une vraie... grâce à vous et parfois à cause de vous, il a une exigence qu'il n'avait pas du tout au départ. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent. Et partout au départ, ça concernait, on devait être 15 ou 20 à Paris à retourner les jeans pour voir si c'était selvedge ou pas, ou si c'était un point de chaînette ou pas, etc. Et aujourd'hui, on voit je ne suis pas du tout méprisant ni médisant, mais des gens qui sont en province, qui sont comptables ou qui sont avocats et qui retournent un jean pour voir s'ils sont selvedge ou pas. Et ça, c'est grâce au blog. Donc ça, bravo. Et moi, j'ai commencé comme ça. Donc même si aujourd'hui beaucoup de pointards, de gens connaisseurs ne veulent pas l'admettre, c'est grâce à des gens comme vous au départ qu'on a commencé. Alors du coup, est-ce que tu lisais aussi les forums? Alors les forums, ouais, mais pas dans un premier temps. En fait, comment ça a commencé au tout départ? J'étais, donc comme je te disais, j'étais pas mal dans les fripes, dans ces trucs-là pour essayer de trouver des pièces intéressantes. Au départ de marque, puis de militaria, de workwear, etc. J'ai toujours été là-dedans. Et un jour, ma sœur m'appelle et me dit « Gauthier, il y a un endroit incroyable dans le 17e. Place du docteur Félix Lobligeois qui s'appelle chez Stéphane. » Voilà, Stéphane que beaucoup de sapeurs ou des gens qui aiment le vêtement connaissent, qui vendait des vieux stocks de Piombo, qui vendait des vieux stocks de Trickers, de Loeb, de Edward Green et tout ça. C'était un monsieur qui avait à l'époque une 60aine d'années,
qui aimait beaucoup partager, c'est toujours le cas d'ailleurs. Et moi j'avais mon conservatoire rue de Madrid. Rue de Madrid, il y avait le CNR qui s'appelait à l'époque, Conservatoire national de région. Et je séchais mes cours de solfège, je courais avec mon violoncelle et j'allais chez lui. Et là il m'apprenait à cirer les chaussures, à regarder ce que c'était qu'une épaule, enfin la construction d'une épaule d'une veste, qui m'apprenait tous les tissus d'un Burberry, pourquoi ça s'appelait Burberry's plus Burberry. Enfin tous ces petits détails qui m'ont mis la puce à l'oreille, qui m'ont dit en fait dans les achats et vêtements il y a une histoire, il y a une fabrication. C'est lui qui m'a mis cette petite graine qui a germé ensuite. Et là, je suis allé vers les forums. Quand lui n'avait plus les réponses, j'allais vers les forums. Et du coup, j'ai commencé, alors, sur lequel j'étais actif, non, je n'étais pas si d'ailleurs, parce que je ne faisais que lire quasiment, c'était Deux Pieds en Cap à l'époque. Ouais, Deux Pieds en Cap. Voilà, et là, j'ai connu pas mal de personnes, etc. Et assez rapidement, ce qui m'a déplu chez eux, c'était une sorte de... Moi, ce qui me passionnait, c'était le vêtement, pas ce à quoi je ressemblais dedans. Alors qu'eux, c'était souvent égocentré comme démarche. Je ne parle pas de tous les acteurs de ce forum, loin de là. Hein. Mais pour une grande partie, c'était ça. C'était est-ce que la taille me va bien, est-ce que l'épaule, tout ça. Donc c'était pas assez technique et du coup, ça me plaisait pas des masses. Ouais. Et du coup, je suis replongé dans les fripes à fond et c'est là que j'ai appris en fait le mieux et le plus en Angleterre, en France. C'est là où les vieux monsieur qui font ça depuis 40 ans, qui ont battu le pavé, comme on dit, vous apprend vraiment la fabrication d'un vêtement. Donc si tu avais un conseil à donner en fait pour la personne par exemple qui souhaite s'intéresser au vintage, c'est d'aller dans les friperies, de parler... Alors au vintage, alors le problème, excuse-moi je t'ai coupé un petit peu dans ta question, le problème du vintage c'est que ça prend vraiment ça prend beaucoup de temps et il y a peu de gens dans les fripes qui sont prêts à raccourcir ce temps en donnant les informations. C'est le gros problème que j'ai rencontré, c'est que souvent les gens qui ont les infos ne les donnent pas, parce que c'est un peu leur valeur ajoutée. Vous, depuis le départ, c'est l'inverse, vous ouvrez toutes vos portes et c'est pour ça que dès que vous m'avez demandé un conseil ou quoi, je l'ai toujours fait librement et facilement parce que vous êtes dans cette démarche-là de partage et j'ai l'impression que c'est hyper important ça, de partager les infos. Donc déjà, ils peuvent vous envoyer un mail et vous pouvez me demander s'il y a une question. Moi, si vous voulez des conseils sur le vintage, vous allez voir Gauthier. Donc oui, c'est vrai que si vous voulez savoir à partir de quelle époque on a arrêté de faire du orange, enfin on a commencé à faire du orange dans les bombers, à partir de quel moment le Biggie s'est arrêté pour faire je ne sais pas si vous avez déjà parlé de tout ça sur Bonne Gueule, chez Levi's, mais voilà, tout ce qui est histoire des grandes marques comme ça et du vêtement masculin du XXe siècle, ouais. Il faut poser les questions. Comme on dit, celui qui pose les questions, il a l'air d'idiot pendant 2 minutes, celui qui ne la pose jamais, il est idiot toute sa vie. Donc c'est un peu ça que j'ai retenu dans ces démarches-là, et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment beaucoup appris. Qui sont, il y en a un qui est mort, donc je pense à lui, s'il m'entend. Mais voilà, il en reste encore des vieux de la vieille qui sont là, qui ont ouvert les premiers ballots américains dans les années 80, 60, 70, dans toutes ces époques-là où le vintage était un peu dévalorisé en France, mais il y avait des pionniers qui, au lieu d'acheter du vintage pour le revendre, ils le reprenaient, ils s'inspiraient et ils créaient des vêtements géniaux et qui pour moi sont devenus mythiques comme Shippy, comme Chevignon, Sisley, Cimarron, tout ce vivier-là. Et pour moi hyper intéressant dans les années 80 et Ben Simon, tous ces gens-là qui sont vraiment pour moi des grands visionnaires de la sape, enfin du vêtement, et qui auraient pu devenir des Ralph Lauren, enfin je parle en termes de volume et d'importance aujourd'hui sur le marché, s'ils n'avaient pas été français. Alors du coup Gauthier, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Donc ce que je porte aujourd'hui, c'est un bonnet de l'armée américaine des années 90, qui est tubulaire et fabriqué aux États-Unis, en laine, donc très simple, ça coûte 10 € et c'est vraiment, vraiment chouette. Cette veste-là est des années 60, mais elle a été javelisée en fait par un punk, j'imagine, parce que j'ai trouvé en Angleterre dans les années 80, c'est tout à fait à la mode de javeliser les vêtements en fait, dans toute cette mouvance punk. On peut voir derrière aussi sur cette silhouette que j'ai fait derrière avec mon ami Charles de ce jean qui est d'ailleurs Selvedge chez Levi's, qui a été javelisé aussi dans la même démarche. Je porte un col roulé John Smedley, fabriqué en Angleterre, qui sont pour moi des très très bons pulls en mérinos. Voilà, j'aime beaucoup les cols roulés parce que comme je suis chauve, ça habille un peu mon visage. Je porte un t-shirt Hanes, qui sont les classiques américains, tubulaires, blancs, tout bêtes, que je fais venir des États-Unis. Voilà, qui sont mes sous-vêtements que je porte tous les jours. J'ai une ceinture de chez Harpo, voilà, qui est une amie qui a cette boutique sublime rue de Turbigo, qui fait des bijoux indiens. Il fait aussi des ceintures, donc c'est de l'argent massif, c'est vraiment traditionnel, c'est fabriqué à la main aux États-Unis par des Indiens. Elle travaille directement avec les Indiens, donc il y a beaucoup de savoir-faire derrière cette maison, qui n'est pas un fabricant, mais qui vraiment va chercher les savoir-faire. Et c'est une vraie démarche qui est sublime à mon avis. Elle va aux États-Unis une fois par mois, chercher les pièces elle-même, qu'elle sélectionne elle-même. Donc c'est vraiment une très belle curation. Jean double RL, dans un très beau tissu 15,5 OZ. Enfin, once, pardon. 15,5 once, Selvedge évidemment, fabriqué aux États-Unis, avec un tissu dont le coton vient du Tennessee, fabriqué au Japon, puis monté le jean aux États-Unis à nouveau.
et des bottes Gucci de monsieur Michele, Alessandro Michele, que j'admire beaucoup pour son travail depuis 2-3 ans et que je suis particulièrement. Donc voilà, Gucci pour moi c'est une des maisons aujourd'hui qui est le parfait mix entre vintage, modernité, savoir-faire, qualité, créativité. Donc voilà, Gucci cette année c'est très beau. Et quand vous êtes arrivé, j'avais très froid et du coup j'étais avec mon manteau de chez Husbands qui est un polo coat que j'ai fait faire sur mesure avec Nicolas chez Husbands Paris. Et qui est pour moi une pièce majeure du vestiaire masculin qui se porte avec tout, à la fois en jogging quand vous allez chercher votre pain, en costume, en n'importe quoi. C'est vraiment une pièce transversale. Donc très pratique et vraiment un must-have, comme ils disent. Voilà, c'est une pièce que j'adore et puis j'adore ce que fait Nicolas, qui travaille très bien. Voilà, il a une démarche que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Nicolas qu'on retrouvera dans un prochain dans le vestiaire 2. Tu portes des accessoires? Je porte des accessoires. Si tu appelles accessoires montre, oui. Ouais. Je porte des montres, rarement et souvent la même. Je porte des bagues, je porte des bracelets, je porte des ceintures un peu débiles, je porte des colliers, beaucoup l'été, que je montre rarement. Je porte beaucoup de tatouages que je montre jamais. Et voilà, donc la grande majorité de mes bijoux viennent de chez Harpo, ouais. Par affection pour ce que j'ai dit tout à l'heure, pour la qualité, pour le sourcing. J'ai quelques bijoux vintage mais peu, militaires encore moins parce que c'est pas les miens, que je les mérite pas et que voilà. Quand il y a le nom d'un mec qui est pas moi, c'est un peu bizarre. Quand on dit tu t'appelles Kevin, non moi c'est Gauthier. Du coup voilà, j'évite de porter des vêtements avec le nom de quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est surtout des bijoux indiens. Et tu t'habilles toujours comme ça ou Pas du tout. Pas du tout. Non je change. Enfin j'ai mes basiques comme tout le monde, mes classiques, hein, le jean brut, le chino beige. Mais est-ce que tu utilises les pièces de ton showroom par exemple? Ça m'arrive en fait à chaque fois qu'une pièce arrive, si elle est dans ma taille, bon déjà je les nettoie toutes. Et ensuite, je les essaye. C'est-à-dire que je les porte, je vois avec quoi elles vont, je vois quel est leur défaut de fabrication, je vois quel est leur défaut de coupe. Ouais. Du coup, quand je fais un consulting pour une marque qui me dit « je veux t'emprunter ce blouson-là », je vais lui dire « voilà, le problème de celui-là, c'est que… » Alors, ils sont tout à fait capables de s'en rendre compte par eux-mêmes, mais j'aime savoir quels sont les problèmes avant de louer ou de vendre une pièce à une marque. Et voilà, pour moi, c'est important de tester tous les vêtements, tous les tissus. Et quelles sont les pièces dont tu te séparerais pour rien au monde? Les pièces qu'on m'offre. Donc, c'est pas forcément les pièces les plus rares, mais c'est les pièces sur lesquelles j'ai vraiment un affect particulier. Et voilà, les pièces que mes amis me ramènent d'un voyage où voilà, je leur demande s'ils me trouvent ça par hasard en Inde, n'importe où. Ces pièces-là, je m'en séparerai jamais. Les pièces que ma femme me fabrique, parce que ma femme est dans la mode, donc les pièces qu'elle me fabrique quand je lui passe une commande ou les pièces qu'elle me répare elle-même à la main, etc. Quand c'est pour moi, je m'en séparerai pas. Et on n'a pas parlé de ça, mais tu as fait aussi un passage chez Chiffonini, je crois. Exactement. C'est vieux maintenant. C'est même très vieux. Quand j'étais à l'Orchestre de Paris, quand j'ai quitté Toulouse, j'ai passé 1 an à l'Orchestre de Paris, qui est salle Pleyel dans le 8e, enfin qui était salle Pleyel dans le 8e, maintenant ils sont à la Philharmonie, à la Villette. Et en fait, j'avais beaucoup de temps libre. J'avais jeudi, vendredi, samedi qui étaient complètement disponibles. J'avais pas vraiment besoin d'argent parce que j'avais un métier et j'étais déjà fortement passionné par le vêtement. Du coup, j'en ai parlé à Stéphane et Stéphane m'a dit je connais très bien les Chiffonelli, si tu veux passer du temps pour eux, vas-y. Et du coup, je suis allé voir Lorenzo et je lui ai dit voilà, j'ai du temps libre, j'ai pas vraiment besoin d'argent. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, il m'a fait travailler à la boutique, je faisais les livraisons, je faisais tous les petits jobs que n'importe qui peut faire en fait, mais du coup à leur contact, vu que la boutique était vraiment juste en dessous de l'atelier, j'ai passé beaucoup de temps avec Massimo, Lorenzo, Liliane, que j'embrasse si jamais elle voit ça, qui est la mère de Massimo. Voilà, j'ai connu Adriano, le père de Lorenzo, j'ai connu vraiment un milieu que je connaissais pas du tout, qui est extraordinaire, bon ça il n'y a plus besoin de le dire. C'est pour moi le plus grand tailleur au monde parce qu'il a synthétisé la silhouette, la qualité, l'écoute du client, enfin voilà, c'est un tailleur que j'aime particulièrement et on est devenus amis, on l'est toujours, on passe pas mal de temps ensemble, pas mal de vacances ensemble et j'embrasse Lorenzo d'ailleurs et toute son équipe. Est-ce que tu achètes encore des vêtements neufs? Ça m'arrive pour les basiques, donc pour les t-shirts blancs, pour la maille, parce que la maille vintage est compliquée à porter souvent. Où ça du coup les t-shirts blancs et la maille? Alors les t-shirts blancs j'en ai acheté un chez Bonne Gueule, le lin coton que vous avez fait l'été dernier. Dis-moi. J'achète des Hanes, voilà, vraiment du basique. J'achète du Velvachine que j'aime beaucoup, tubulaire américain avec la poche, voilà, des classiques. J'avais fait fabriquer des t-shirts en France il y a un moment dans le sud-ouest que il me reste du stock donc j'en porte encore un petit peu. J'achète des jeans chez RL, ça je resterai fidèle à cette marque parce que c'est un beau combo de savoir-faire, etc. Donc j'aime beaucoup. Et les chaussures, j'achète neuves parce qu'en vintage souvent les
Je sais pas, je suis pas très confortable avec l'idée de mettre mes pieds dans une chaussure qui n'est pas, qui n'est pas à moi originalement. Donc voilà, les chaussures, c'est souvent Edward Green. C'est vraiment la marque que j'aime le plus. Et j'ai mon ami Alex qui y travaille, donc Edward Green, Boulevard Saint-Germain, ça j'achète beaucoup. J'achète des chaussettes, évidemment, parce que pareil, pas de vintage pour les chaussettes. Et puis les caleçons. Les caleçons Non, vintage. vintage. Non, les caleçons, j'achète chez Breuer, parce qu'ils les fabriquent en Italie, c'est souvent fait en Oxford, donc ils sont vraiment beaux. Et puis voilà, c'est à peu près tout. C'est quoi un mec qui a du style pour toi? Un mec qui a du style, c'est difficile à trouver. C'est un mec qui a des références que peu de gens ont et qui du coup a un style unique. J'aurais du mal à citer beaucoup de monde. J'ai envie de citer Lorenzo parce que dès qu'il a une idée, il a la chance et le savoir-faire aussi et le talent de créer des trucs tout le temps différents, de les tester. Il les fait fabriquer assez rapidement, du coup il les teste. Il porte des choses vraiment que personne ne porte à mon sens. Qui je pourrais citer vraiment stylé, la Poelcan, on en parlait tout à l'heure avec Laurent Laporte, mon ami photographe qui est à côté et qui connaît bien le style et tout ça. Et on parlait justement de la Poelcan qui fait soi-disant n'importe quoi, mais qui maîtrise strictement tout. C'est-à-dire qu'il peut porter un costume bleu pétrole avec un revers noir, mais il sera tellement parfaitement coupé et porté avec la bonne paire de mocassins. Il a toujours le bon finish, quoi. Porter un Rubinacci avec un t-shirt par exemple. Exactement. Et c'est ça qu'il fait. Il relève le col de sa veste en boutonnant que le dernier bouton, ce qui est interdit. Et lui, ça lui va. Voilà, c'est les gens qui ne respectent pas ce que disent les blogs. C'est des gens qui ont conscience de toutes ces règles parce qu'il faut en avoir conscience et il faut les transmettre. Mais par contre, ils font leur propre truc. Et du coup, il faut avoir du budget pour avoir du style ou pas, pour toi? Moi, non. Je cite toujours le même exemple. Vous allez à Barbès le samedi après-midi. Vous allez voir des Africains qui ont souvent pas beaucoup d'argent, mais ils ont un style qui est délirant parce qu'ils justement ils portent ce qu'ils veulent. Tout est trop petit, tout est dans des couleurs inadmissibles, tout est... Enfin, vous voyez, vraiment, ce serait un blog pourrait dire ce qu'il ne faut jamais faire, c'est sur eux, et pourtant ils ont plus de style que tous les mecs qui sont dans le 11e à faire toutes leurs courses, achetant le parfait pull, la parfaite chemise, le parfait truc. Ouais. Mais le vrai style pour moi, c'est les mecs qui s'écoutent eux avant d'écouter les gens qui imposent... Voilà leur style. Donc c'est surtout, faites ce qui vous paraît être bon. Et surtout, écoutez votre culture. Quand vous étiez un skater à 15 ans et qu'aujourd'hui vous avez 30 ans, portez vos t-shirts Thrasher qui sont démontés, portez ce que vous avez vraiment aimé plutôt que de toujours vous renouveler et toujours vouloir être à la mode. Et on peut avoir des vêtements qui ont 15 ans, que vous avez vraiment profondément aimé et la sortir avec des vêtements aujourd'hui plus actuels. T'as beaucoup de fringues chez toi du coup? Alors au départ, déjà tout ce que vous voyez autour de vous, c'est passé par chez moi. Faut savoir que je suis marié, qu'on est deux dans mon appartement et que j'ai à peu près 10 à 15 fois plus de vêtements que ma femme. Et j'ai beaucoup de vêtements, mais le problème c'est que je les achète, je les essaye, je les teste et ensuite je les laisse. C'est pas, je suis pas un collectionneur compulsif. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir tout eu, d'avoir tout testé et d'être compétent dans mon métier, c'est-à-dire de savoir pourquoi un nylon, il faut l'utiliser à tel endroit et pas à celui-là, pourquoi un mérinos, on peut l'utiliser dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle chose. Et ça, si tu l'as pas testé, tu as beau avoir lu tous les livres que tu veux, tu peux pas le savoir. Les t-shirts de rock, on en voit un derrière là, en polycoton, en 50 poly, 50 coton. Si vous n'avez pas essayé un t-shirt comme ça, porté par une journée chaude, vous savez pas pourquoi il faut pas le faire. Moi, je sais pourquoi il faut pas le faire. Et j'ai lu dans l'interview que tu as donnée à nos amis de chez Horace, qu'on salue d'ailleurs, que tu n'avais pas de miroir chez toi. Ouais, alors j'ai qu'un miroir parce que je peux pas l'enlever qui est dans ma salle de bain, parce qu'il est dans le meuble de ma salle de bain et du coup. Tu le ferais. Ouais. C'est la raison pour laquelle souvent il m'arrive d'avoir des tenues un peu débiles. Heureusement, mes amis sont là pour me remettre dans le droit chemin. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça m'intéresse pas ce à quoi je ressemble. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des pièces qui ont une histoire, qui ont un intérêt esthétique, qui ont vraiment une raison d'être, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, il m'arrive de porter des trucs vraiment où je sors de chez moi et là, j'ai une boulangerie juste en bas de chez moi. Et je me vois dans le miroir de la boulangerie, je fais putain, j'ai pas le temps de retourner chez moi. Et du coup, je vais ressembler à ça toute la journée. Et en général, je me fais chambrer assez lourdement toute la journée, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de quelques pièces de ton showroom? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ça, c'est une tenue 1944 pour le Pacifique, pour l'US Marine Corps. Donc voilà, ils avaient développé ça pour que le soldat n'ait plus de sac à dos en fait. Parce que quand il fait très très chaud, les sacs à dos, quand ça s'écrase, tu sais, ça fait stocker de l'humidité, c'est un peu dégueu. Donc ils avaient développé ce truc avec des grandes poches comme ça dans la chemise, très très grandes poches. Le DJ, il rentrait cette chemise dans ce pantalon, qui a la particularité d'avoir des petits trous ici pour mettre des bretelles à crochet, et des grandes poches, comme vous pouvez le voir, sur la fesse et sur les côtés. Voilà, c'est ce qu'on appelle un pantalon cargo, ça veut dire qu'on peut charger de beaucoup de choses. C'est un modèle très rare qu'on appelle aussi le monkey pants.
Ça veut dire pantalon de singe, parce que les mecs ressemblaient à des babouins quand ils marchaient avec la poche arrière pleine, quoi. Exactement. Donc, voilà, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Il y a aussi cette pièce dont je vous parlais tout à l'heure pour le designer français qui m'avait emprunté. Donc voilà, ça c'est un prisonnier de guerre français en Allemagne. Donc c'est un gilet français mais qui a été porté dans un camp allemand avec KG pour Kriegsgefangener qui veut dire prisonnier de guerre en allemand. Donc en fait les Allemands marquaient KG partout, même à l'intérieur de la pièce. Comme ça, si vous vous échappiez, vous étiez reconnu immédiatement. Même si vous voulez mettre à l'envers, c'était pas possible. Et là, on voit que le prisonnier était catholique parce qu'il a caché à l'intérieur de son gilet une petite médaille catholique. C'est une pièce que je trouve particulièrement touchante, que ce soit dans l'histoire, mais aussi dans l'inspiration mode. Alors voilà, il faut accepter que ce soit un passé lourd et un peu difficile, mais je trouve que la couleur rouge qui est complètement devenue rose, la forme des boudins, la forme du gilet est particulièrement intéressante. On repart aux États-Unis. Voilà, Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique à nouveau. Et là, protection contre les moustiques, une moustiquaire camouflée. Voilà, c'est ce qu'on appelle le frog skin, ce camouflage, donc peau de grenouille, c'est typique de l'US Marine Corps. Et on voit là que ça a été fabriqué par le Ladies Garment Workers Union, c'est-à-dire l'union des femmes travailleuses aux États-Unis. Donc c'est les femmes qui fabriquaient pour les GI partis au combat. Donc là, ce qui est particulièrement beau, c'est la transparence avec le camouflage, la légèreté du tissu, que je trouve, moi, très actuel, très mode et très joli porté par une femme. On était dans le monde militaire et là on va plutôt dans le monde métal, rock, voilà un peu contre-culture, etc. Donc là ce qu'on voit c'est un gilet de métal des années 80, même de la fin des années 70 pour certains patchs. Donc on voit que l'ancien propriétaire était vraiment passionné de métal jusqu'à faire broder à la main Black Sabbath par sa mère, sa copine, sa tante ou peut-être même lui-même avec beaucoup de talent. Et voilà, on voit même devant que ça a été chargé, et puis surtout c'est que des groupes que moi j'aime particulièrement, Iron Maiden, Motorhead, AC/DC qui a versé mon adolescence. Voilà, c'est une pièce que j'aime particulièrement et qui est très très riche, et surtout on voit que la personne l'a portée jusqu'au bout, il l'a coupée pour pouvoir la porter, à mon avis il a dû prendre un peu de poids, et voilà, c'est une pièce que j'aime particulièrement. Ça aussi, c'est une pièce que j'aime beaucoup les contre-cultures en fait, tout ce qui est quand vous appartenez à un groupe et que vous le marquez sur votre vêtement, c'est des choses qui m'intéressent particulièrement. Ça, c'est une veste de Black Panther. Donc les Black Panthers, c'est un mouvement noir de la fin des années 60, début des années 70. Donc on voit bien le point qui est leur logo, Unity qui est leur slogan. Et le gros intérêt de cette pièce-là, c'est que c'est un biggie, donc ça m'a permis de le dater avec la référence et le fait que le E soit en capital. On est sûr que c'est une veste qui date avant 1972, parce qu'à partir de 72, début 73, Levi's a commencé à écrire avec un petit E, donc là c'est bien une biggie. C'est un E capital et pas un E rond. Donc là dans le même délire des contre-cultures, on a les hippies qui personnalisaient beaucoup leurs vêtements, qui démilitarisaient des vêtements aussi, qui prenaient des vêtements de travail, parce qu'à l'époque c'était des vêtements de travail, le jean faut pas l'oublier, et qui les personnalisaient pour montrer leur différence et leur non-appartenance justement à ces classes sociales un peu trop définies selon eux. Et du coup là on a un jean qui est entièrement personnalisé. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces deux mains cousues sur les fesses, je trouve assez drôle, et devant ça a été entièrement personnalisé à la main. Donc c'est une pièce que j'aime beaucoup, qui n'est pas biggie, donc pas E capital, donc on est sûr que c'est après 72, et vu que c'est pas de def, on peut imaginer que c'est les années 75, 76, en tout cas dans ces eaux-là. On retourne un peu dans le militaire, avec cette doublure. Pièce très chaude. Pièce très chaude que j'ai portée tout un hiver et qui est géniale l'hiver, à part quand il pleut, vous imaginez bien. Mais sinon c'est une doublure en fait de veste, une Pileliner Parka de 1943, et là l'avantage c'est que le GI l'a personnalisé. Originalement, ces poches n'existent pas sur le modèle original. Alors, je ne sais pas comment il a trouvé un tissu similaire dans l'aspect, mais différent de la couleur. On voit la différence de couleur. Exactement. Ce que moi, je trouve très intéressant, justement, au niveau du design. Et voilà, c'est un truc dans lequel on aime se lever. Enfin, c'est très, très couvrant, très chaud. Voilà, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Dire que c'est les années 40, alors que c'est, je trouve, très moderne et très contemporain. Très actuel. Ouais, très actuel. Un sweatshirt manche courte, ce qui n'est pas très commun. Les sweatshirts à manches courtes, typiques des années 60. Donc tout ce qui est Ivy League, c'est-à-dire tout ce qui est prépi des universités américaines. Là, c'est une fraternité, donc Sigma, Alpha, Epsilon. Toutes les fraternités avaient des initiales comme ça, grecques. Et là, ce qui est intéressant, c'est la patine qu'elle a pris avec le temps. Donc vous voyez qu'originalement, je pense que c'était un bleu marine. Ça devait être un bleu marine qui s'est complètement délavé. L'intérêt aussi, c'est le flocage. Donc c'est un vêtement qui est floqué. Donc il mettait d'abord de la colle et ensuite il venait mettre de la poudre sur cette colle, donc qui n'accrochait que là où il y avait de la colle évidemment, et qui faisait ce motif et qui fait ce velours en fait. Voilà, ce qu'on appelle le flocage. Un peu de militaria, mais du militaria poétique. Voilà, c'est vrai ? Ouais. Tu l'aimes ? Là, c'est une parka. Donc on voit que dans cette parka, il y a un sac à dos qui peut être intégré. Donc c'est très couvrant.
Alors là-dessus, il y a un peu un débat sur l'origine de cette pièce. Certains disent que c'était pour le Sahara et qu'à la tombée de la nuit, tout est rose et que du coup les SAS, donc une troupe anglaise qui était là-bas pour combattre contre l'Africa Corps, recouvraient tous leurs équipements de rose. Et donc ils se recouvriraient de ça. J'ai beaucoup de doutes là-dessus. C'est ce qu'on m'a toujours dit, mais il y a une autre théorie qu'on vient de m'apprendre qui est plausible aussi. C'est qu'à la base, ce vêtement est marron et huilé comme un barbour. Il est marron huilé et en fait, la seule façon d'enlever cette huile du vêtement, c'est de le mettre dans de l'eau bouillante et peut-être même de la javeliser et du coup on obtiendrait ce résultat-là. Le problème, c'est qu'on en trouve des centaines des roses. Donc est-ce que 100 personnes ont eu la même idée de faire ce traitement-là et d'avoir le même résultat? On a vraiment des doutes. Parce que tu m'avais dit que l'armée anglaise avait aussi des Land Rover Exactement. roses. Et ben c'est les mêmes personnes qui m'ont dit que ça a été pour recouvrir dans le Sahara, qui m'ont dit qu'il y avait des Land Rover roses. Donc j'attends de voir les photos. En attendant, le doute plane. Et en tout cas, la seule chose que je vois, c'est que c'est un très beau camouflage rose et beige, qu'il est très couvrant, que la forme est ultra moderne. C'est-à-dire que porté, on dirait que c'est du... Je sais pas quelle marque serait capable de faire un truc pareil, mais ça pourrait être du Christopher Rayburn par exemple, le designer anglais. Ça pourrait être pas mal de gens. Et je trouve que voilà, elle est sublime, elle est moderne, elle est très belle et dès que j'en vois une, je l'achète. Du coup là on passe sur des pièces un petit peu plus portables. Avec cette veste par exemple, qui est une Wrangler des années 60, assez classique, mais qui a été customisée, je pense par un punk aussi, avec ce col et ces poches noires qui font un peu penser à un smoking, donc cette espèce d'ambiguïté de vêtements. Je trouve le contraste est très très beau. Une veste classique, qui est la type 2, ce qu'on appelle, c'est Levi's, qui a sorti 3 grands types de vestes en jean. Il y a la type 1, qui est la même avec une seule poche et une martingale dans le dos, mais sinon c'est la même. La type 2 qui est celle-là, avec 2 poches, toujours les plis. Et la type 3 qui est la veste qu'on a vue des Black Panther. Voilà, qui est la type classique, qu'on appelle trucker, avec les 2 poches en haut, qu'on trouve encore aujourd'hui très facilement. Donc ça c'est la type 2, donc des années 50. Celle-là est pour le marché français. Parce qu'elle n'a pas le rivet ici, bon c'est un petit détail de collectionneur, mais juste pour dire qu'elle a été fabriquée pour le marché français et pas pour le marché américain. Parce que sur le marché américain, il y a des rivets sur les... Il y a un rivet sur la manche, voilà. C'est comme ça qu'on peut savoir pour quel marché c'est fait. Donc toujours boutonnière noire et le biggie. Donc là évidemment dans les années 50, c'est sûr que c'est biggie, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, une pièce un petit peu plus mode, voire beaucoup plus mode, qui a été beaucoup vue dernièrement, mais qui est quand même très intéressante au niveau du design. C'est vrai que ça revient beaucoup. Hein. Ça revient beaucoup, surtout l'année dernière, ça a été vraiment, vraiment partout. Ce qu'on appelle la souvenir jacket. Donc c'est une veste celle-là date des années 50. C'est une veste qui était fabriquée sur place en Asie et que les troupes américaines qui étaient là juste après-guerre ramenaient chez eux en fait en souvenir pour leurs femmes, pour leurs enfants. Parce qu'il y a on en trouve beaucoup en toute petite taille, parce que certains GI préféraient le rapporter pour leurs enfants plutôt que pour eux. Mais certains revenaient avec ça pour dire qu'ils étaient au Japon, qu'ils ont combattu là-bas, ou pas combattu d'ailleurs, qu'ils étaient juste dans les camps pour surveiller, enfin voilà, ce qu'on appelle l'occupation. Hein. Voilà, donc souvent il y a des cartes au dos. Ça c'est un très très beau modèle qui a appartenu à une grande designer japonais que je peux pas citer, mais qui est très bien conservé aussi. Ouais, parfaitement conservé parce qu'en fait elle était dans un studio de recherche d'une marque. Voilà, c'est le grand intérêt de ces vestes, c'est que déjà dans les années 50, on produisait des vêtements de cette qualité avec un tel degré de finition. Voilà, la face bleue. Tout est fait machine. Ouais, il y avait même les broderies, il y avait des modèles existants. Ouais. C'est pour ça qu'on en voit autant de similaires, c'est qu'en fait ils avaient défini des modèles et ensuite ils les brodaient et on en retrouve beaucoup de similaires. Celle-là est un petit peu plus ancienne. Elle date vraiment de la fin des années 40. Donc elle n'est pas réversible. Parce qu'elle est un peu plus ancienne. Donc c'était les premiers modèles, voilà, avec les 2 poches devant, boutons en bois, broderie sur les manches. Voilà messieurs. Merci Gauthier. Je t'en prie Lucas.